Donc en fait, c'est de concevoir, de construire et d'intégrer. Donc là, typiquement, on voit en fait le plan d'un paquebot. Alors, 138 000 UMS. Alors, l'UMS est une unité de volume du navire. En fait, ça représente le volume des œuvres vives et des œuvres mortes. Alors, les œuvres vives, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les œuvres vives, c'est ce qu'il y a dans l'eau, et les œuvres mortes, c'est ce qu'il y a au-dessus de l'eau. Donc, le volume total est intégré dans les 138 000 UMS. C'est une méthode de classification de paquebots. De paquebots et de navires, classiques. Hein. Donc voilà, typiquement, si on parle de la classe Fantasia, donc ça c'est un paquebot qui a été construit pour MSC. Donc on parle d'une longueur de 330 mètres, largeur 38 mètres, donc une hauteur de 66 mètres. On a une puissance totale installée de 150 000 chevaux, ce qui représente quand même, disons, une puissance d'une ville de 200 000 habitants. Donc, en termes d'énergie électrique, ça représente un petit peu, c'est assez important. En nombre de cabines passagers, et je dis bien en nombre de cabines, on est à 1650 cabines. Donc, c'est une ville dans un bateau. Donc, on a organisé par équipe affaires, c'est-à-dire qu'en fait, une fois à la signature du contrat, il y a toute une équipe affaires qui est nommée, dont un plateau d'études dédié, un responsable de conception, et puis une équipe d'ingénieurs spécialistes qui travaillent autour du projet, et une équipe de concepteurs. Bon, après, il y a tout un processus. Voilà, donc un paquebot en quelques chiffres, ça représente, au niveau de la conception, 1 million d'heures. Donc 20 mois d'études. Il y a 350 personnes qui travaillent pendant ces 20 mois, dont 100 ingénieurs système. Et puis il y a 4 secteurs principaux. Alors je suis un petit peu vexé parce qu'il n'y a pas mon secteur, mais bon, en fait moi je représente qu'un nombre très limité d'heures par rapport à ces 1 million d'heures, heureusement, parce que vu l'équipe réduite que j'ai, c'est un petit peu normal. Mais en fait les 4 secteurs principaux qui travaillent, c'est la coque métallique, la machine, l'électricité, et puis bien sûr les locaux techniques et les locaux passagers, donc tout ce qui est cabine, etc. Donc, pour un paquebot over Panamax, tel que je vous l'ai montré, le Fantasia, on est à 250 000 pièces métalliques, et ça représente 30 000 tonnes d'acier, donc ce qui fait 4 fois le poids de la Tour Eiffel, bon, ce qui est assez incroyable. Donc ils sont assemblés en moyenne en 600 panneaux. Donc en fait c'est un espèce de jeu de Lego qu'on assemble au fur et à mesure. En fait ce qui se passe c'est qu'on fait des tronçons, on fait des blocs, et on essaye dans ces blocs-là de mettre un maximum de choses. Parce qu'on part du principe que une fois assemblé, la construction coûte de l'ordre de 2 fois plus de temps que lorsqu'on travaille au niveau du bloc. Donc on essaie de remplir le bloc au maximum pour ensuite faciliter le travail. Donc fabriquer et monter en 15 mois. Et puis le poids du navire Lège, c'est 55 000 tonnes. Le nombre d'heures pour la coque, donc en atelier montage, c'est 1,2 million d'heures. Et au niveau du montage armement, donc tout ce qu'on appelle armement, c'est tout ce qui est cabine, tout ce qui est locaux publics, etc. C'est 2,5 millions d'heures. Dans la mesure où en fait, on fait appel à pas mal de sous-traitance pour tout ce qui est locaux publics. Donc cabine, c'est en fait notre filiale STX Cabine. Donc on coordonne et on gère les projets complexes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme si par exemple dans votre maison, vous vous mettez à... C'est un petit peu l'image qu'il faut retenir. C'est vous appelez le plombier, vous appelez l'électricien, vous appelez le peintre, et vous les mettez tous les trois en même temps dans votre maison, dans votre séjour ou dans votre cuisine, et vous vous demandez de vous organiser, de travailler en même temps. C'est un petit peu ce qui se passe sur un bateau. C'est-à-dire que pour, je dirais, optimiser le temps, nous, on doit effectivement coordonner le travail de ces corps de métier, de ces différents corps de métier, et optimiser à la fin pour rendre un produit fini dans les temps. Alors dans les temps, c'est très important parce qu'en fait, une fois que le contrat est signé, il y a une date de livraison. La date de livraison, l'armateur a le droit, disons qu'à partir de cette date de livraison, de prévoir ses croisières. Et il faut savoir qu'une annulation de croisière coûte énormément à l'entreprise, enfin à l'armateur.
Et donc, ce qui veut dire qu'il y a des pénalités de retard de livraison qui sont énormes, qui s'expriment en pourcentage du prix du bateau. Et donc, nous, on ne peut pas se permettre, disons, d'avoir un retard. Alors, notre carnet de commandes. Donc, on a un OPV, donc un navire militaire, qui est actuellement qui est parti en SMR il y a 2 semaines, et donc qui est construit à Lorient. On a un BPC militaire donc construit à Saint-Nazaire qui va partir en SMR fin avril. Un essai en mer fin avril. On a une barge offshore, donc ça rentre dans les EMR, dans les énergies marines renouvelables, pour Open Hydro, donc, qui est construit à Lorient. En fait, c'est une barge qui transporte des hydroliennes. Donc pour exploiter le courant, pour fournir de l'électricité, quoi. Et puis on a 2 paquebots de série, qui est en fait le sister ship du bateau que je vous ai montré, donc du Fantasia. Donc c'est le MSC Divina, et donc pour MSC, et le X32 pour GN MTC, qui est en fait une société libyenne. Donc ça pose quelques petits soucis en ce moment. On se fait des cheveux blancs sur ce contrat-là. Je ne peux pas vous dire en détail ce qui se passe à l'heure actuelle, mais bon, voilà. On a un navire sablier pour notre site de Lorient. Alors, on a effectivement des contrats de maintenance sur des bateaux militaires de la Marine nationale. Donc ça, c'est Toulon qui s'occupe de ça. Et puis, on a un prototype sur lequel, en fait, moi, j'étais en train de faire des essais aérodynamiques la semaine dernière au Danemark, qui s'appelle l'Europa 2, qui est pour un armateur allemand à Pilot, dont la date de livraison est 2013. Donc là, typiquement, sur ce genre de bateau, pour une date de livraison 2013, moi, je travaille vraiment au début du projet pour, je dirais, permettre la définition du bateau dans les œuvres vives et dans les œuvres mortes. Effectivement, l'un des nouveaux marchés, c'est ce que vous voyez un petit peu, les plateformes. Alors, là, c'est un navire d'exploitation et de construction pétrolière pour développer des projets innovants, mais je faisais référence plus aux navires de pose d'éoliennes. Donc, il faut savoir que depuis peu, donc on a, l'État français va faire un appel d'offres pour exploiter des éoliennes en mer dans certains sites. Et donc, à cet appel d'offres, effectivement, il y aura le moyen de déposer ces éoliennes en mer. Donc, ça passe par cette plateforme-là. Par une plateforme, et nous on travaille déjà en avance de phase sur ce genre de plateforme. Donc autant vous dire que en hydrodynamique c'est très 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 difficile dans la mesure où il y a énormément de contraintes en ce qui concerne notamment le positionnement dynamique. Donc il faut savoir que vu la cadence de pose de ce genre d'éolienne en mer, c'est pas parce qu'il y a 2 mètres de houle, 20 nœuds de vent avec du courant qu'on va empêcher la dépose de l'éolienne. Donc il faut que la plateforme réagisse correctement à des sollicitations hydrodynamiques, mais aussi aérodynamiques, pour permettre la pose de ce genre d'engin dans les conditions, pas extrêmes, mais dans des conditions normales de météo. Donc ça nous pose quelques soucis, mais bon, c'est ce qui fait l'intérêt du métier. Ouais. Alors l'outil industriel, donc bon, il faut savoir que on a effectivement des ateliers d'usinage automatisé, heureusement, parce que dans les 650 000 pièces, effectivement, il y a énormément de pièces qui se ressemblent, donc en fait, ce qui nous permet d'utiliser l'usinage automatisé. On a des ateliers de préfabrication, de lignes panneaux plans. Alors les panneaux plans, en fait, ça représente simplement les ponts. Donc les ponts, c'est relativement facile à construire. Ce qui est un petit peu plus difficile, c'est tout ce qui est la coque, la carène du navire, parce qu'en fait, c'est des pièces qui sont formées. Et là, je dois dire que sur la présentation, il n'y a pas de présentation réelle de l'atelier justement qui s'occupe du formage, parce qu'en fait, je pense que l'outil en lui-même n'a pas évolué depuis les années 50.
En fait, le formage d'un bateau se fait toujours à l'aide d'une presse. Et c'est vraiment le cœur du métier c'est vraiment le cœur du métier. C'est ce qui nous différencie un petit peu de toute l'industrie automobile, notamment. C'est-à-dire que c'est des ouvriers qui sont ultra spécialisés et qui savent comment travailler la tôle pour arriver à l'objectif fixé en termes de forme. Et ça, je dois dire qu'en rentrant au chantier, toute personne qui rentre au chantier fait un stage ouvrier. Et donc moi, j'avais demandé à travailler dans cet atelier-là. Et c'est vraiment limite entre le travail... Enfin, c'est presque artisanal. C'est-à-dire qu'en fait, la personne met la tôle sur la presse et il sait de façon par expérience où frapper pour justement que la forme épouse la forme désirée. Donc pour ce faire, on construit comment on appelle ça, on construit les formes sont construites en bois. Et puis ensuite, la pièce en bois, l'objectif est ce que la pièce en bois épouse la pièce en acier. Et donc, il y a certains allers-retours, mais un bon ouvrier avec beaucoup d'expérience dans le domaine, au bout de 3 itérations, il arrive à ce que la forme épouse complètement la pièce en bois, quoi. Donc ça, c'est je dirais, le métier, je dirais, un petit peu remarquable d'un chantier. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est formage, c'est sur le chemin critique du bateau. C'est-à-dire qu'il y a un moment où si l'atelier formage a du retard, et ben c'est tout le bateau qui prend du retard. Parce que vu qu'on est sur les œuvres vives, donc les œuvres du bas, et ben en fait, les autres corps de métier, il faut qu'ils patientent avant que l'ensemble de la carène soit complètement réalisé. Et donc il y a une certaine pression sur notamment l'atelier de formage. Ici, vous voyez 2 paquebots, l'un derrière l'autre, et donc là pour le moment ils sont au sec. Ensuite l'eau, on met l'eau dans cette... en fait, ces 2 formes sont inondables, bien sûr, et on cède de l'eau pour les bouger. On a en fait un portique qui nous permettent de soulever des blocs de l'ordre de 750 tonnes. Donc c'est une des contraintes, c'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on fabrique des blocs, on ne doit pas dépasser 750 tonnes, au-delà duquel on ne peut pas les déplacer avec ce portique-là. On est obligé de céder de l'eau pour les déplacer. Donc c'est une limite de notre moyen, de notre outil industriel. En fait, c'est un bulbe. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le principe du bulbe. Alors typiquement, le bulbe, c'est quelque chose qui sort de mon service. Nous, on dessine la forme de la carène à partir d'un cahier des charges. Le cahier des charges nous est donné par l'architecte naval, donc en termes de déplacement ou en termes de volume. Et puis, il y a un cahier des charges en termes de vitesse. Donc la vitesse, il y a 2 composantes. Donc la vitesse a une puissance donnée. Et pour déterminer la puissance à une vitesse donnée, ou inversement, il nous faut la résistance de la carène, et il nous faut le rendement propulsif, c'est-à-dire le rendement d'hélice notamment. Dans la résistance, en fait, il y a 2 composantes, vraiment on a la résistance de vague. En fait, c'est simplement une résistance. C'est le navire, il dépense de l'énergie à former des vagues qui ensuite l'entourent. Donc cette énergie-là, elle est à minimiser parce que faire des vagues n'est pas un objectif en soi. Donc on essaye de minimiser cette partie-là. Et puis il y a une autre partie de la résistance qui est la résistance de friction. Et la résistance de friction, en fait, elle dépend de la surface mouillée. C'est pas tout à fait vrai, mais majoritairement, elle dépend que de la surface mouillée. Donc là, c'est quelque chose auquel on ne peut pas éviter. Surface mouillée, à partir du moment où on demande un volume, on aura de la surface mouillée. Donc nous, on travaille majoritairement sur la résistance de vague. Et donc, le bulbe que l'on voit en bout de ce bateau-là a pour objet de réduire la résistance de vague. Alors comment on fait? C'est-à-dire qu'en fait, on prend une étrave de bateau, imaginons une étrave sans bulbe, donc qui se termine. Alors il y en a, hein, il y a des bateaux qui ont été livrés sans bulbe, hein, je parle du France par exemple, le France n'a été livré sans bulbe. Donc on prend le France, on le pousse à 24 nœuds, et en fait on voit que cette étrave a une vague qu'on appelle une vague d'étrave. Donc il génère une vague. Ce qu'on va faire,
on va prendre cette vague-là, on va essayer de la générer, mais avec un déphasage, qui est en fait ensuite la somme de la vague qu'on aura générée plus la vague générée par la vague d'étrave soit égale à 0. C'est un petit peu le principe du bulbe. C'est-à-dire qu'en fait, le bulbe, lui, il forme une vague, l'étrave forme aussi une vague, et la somme des deux, l'objectif, c'est que la somme des deux soit égale à 0. Donc voilà, donc c'est pour ça que sur des paquebots, on met des bulbes. Alors c'est d'autant plus vrai que l'angle d'entrée d'eau est important. C'est-à-dire que si on a un navire qui est très très fin, en fait on voit bien que la vague générée sera très faible. Donc là, rajouter un bulbe ne sera pas quelque chose de performant. Par contre, un navire qui a un angle d'entrée d'eau relativement important, eh ben, elle va générer une vague importante, et donc il va falloir un bulbe volumineux pour venir contrecarrer en fait, la vague créée par le bulbe. Donc c'est un petit peu... donc là, on voit qu'on rajoute de la surface mouillée, donc on rajoute un petit peu de frottement, mais par contre, il donne beaucoup plus de bénéfices en termes de diminution de résistance de vague. Donc pour avoir des chiffres, donc nous, nos paquebots, en fait, ils sont de l'ordre de 25%, 25 à 30% de résistance de vague et 70% de résistance de frottement. Donc déjà, on est perdant à 70%. Cette composante-là, on ne peut pas la réduire, c'est de la surface mouillée. Donc à moins de réduire la surface mouillée, on peut rien y faire. Donc nous, on joue sur les 30% de la résistance. Et donc là, on a des outils qui nous permettent d'optimiser justement les formes pour réduire ce 30%.